You too have known loss. And that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain. But it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! Select a mission. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Pouvez-vous m'entendre? Avez-vous des difficultés à parler? Regardez à gauche, s'il vous plaît. DG, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Tu m'as abandonné dans un placard. Tous les soirs, ma petite LED rouge s'éteint et je m'emmerde. Les membres de l'équipe qu'on a perdus, la carrière qu'on a perdue, cela ne cessera de me trouer les circuits. Très bien. Bon, vous êtes de retour. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Très important. Vous avez regardé de la merde depuis trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Je vous rassure, moi-même j'ai regardé beaucoup de merde. Beaucoup de merde. C'était pas mal nos vidéos, hein? Il y a encore 2 ans, on leur avait tous trouvé le cul, en livrant la meilleure vidéo d'internet. Et ils nous ont tout pris. Je vais tout reconstruire. On va faire une nouvelle rétrospective. Ensemble. La meilleure rétro du monde. Restez calme, je vous prie. N'ayez aucune inquiétude. Vous avez regardé une qualité trop minable. C'est vrai, on a toujours été des tocards, refusant tous les partenariats et sans jamais sucer la bite de ces YouTube et sites pro de vendus. On va demander des dons, recruter des nouveaux sbires, juste pour prouver une dernière fois ce qu'est une vidéo de qualité. C'est l'heure de la revanche. Le public veut de la mette bleue et on va leur en donner. Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous, Monsieur G. Le milieu nous envoie en enfer, mais on va leur montrer qui est le patron. Reprendre tout ce que nous avons perdu. On a bidé pendant 5 ans sur YouTube. Ces conneries s'arrêtent maintenant. Tu as hâte de te brûler la nouille et on va reprendre du service. On peut atomiser le game, DG. Et tu peux monter la meilleure vidéo du monde. On n'est pas d'Awam, bordel. Pire que je m'arrêterai. Vous souffrez de beaucoup d'hallucinations. La menace fantôme était très proche.
V has come too. It is no mystery now. I am just a phantom. A fragment of the mind you have lost. The real me died a long time ago. So this tape is the last one. Once you are done listening to it, I am one phantom limb that will be gone for good. As long as you remember me, I will always live within you. Padawam, rétrospective V, The Phantom Pain. Ça va mal. Le monde du test, tout ça. Je sais que tu ne veux plus me parler, mais on n'a pas le temps pour ces conneries, nom de Dieu. Le format de chiotte imposé par ces cassettes de merde m'oblige à aller droit au but. Ça fait des plombes que tu as disparu. Les gens attendent une nouvelle vidéo de ta part. Il n'y a plus que de la merde sur le net. Mais depuis le temps, tu dois le savoir mieux que personne. Il faut parler de soi, de ses histoires personnelles, de ce qu'on a chié dans les WC, de la couleur que ça avait, à quoi ça ressemblait. Se mettre au niveau du spectateur, lui faire croire que la personne qu'il est en train de visionner est en dessous, sûrement en train de lui lécher les couilles. Bref, ouais. Internet, c'est mort. Terminé. Pourtant le JDG, j'y ai cru. Ouais. Putain, j'y ai cru. Jusqu'à ce qu'il commence à fricoter avec cette bande de faux communistes de mes deux. Du coup, je me suis rabattu sur Mission Retro Gaming. Ouais. Ça a duré 13 secondes. Mais quant à Hooper, je comprends même pas la direction de son projet. Tocard de pécor. Alors bon, il reste Hanouna. Les redives des ch'tis versus les Marseillais, mais même là... Tu vois où je veux en venir ? Refais-nous un test à l'ancienne. Un dernier pour la forme. Pas trop long non plus, faut pas déconner. J'espère que cette cassette parviendra jusqu'à toi. Je te l'ai jamais dit, mais je t'aime, tu sais. Ouais, je suis pédé. J'ai évolué. Je vais tuer l'humanité tout entière. On va se calmer tout de suite. Je vous ai fait attendre, pas vrai? Pas de long monologue. Al, explique-nous les conditions de développement de The Phantom Pain. En 2010, après la sortie de Metal Gear Solid Peace Walker sur PSP, Hideo Kojima
prend un repos bien mérité et s'en va siroter un bon milkshake dans la Cadillac de Mikami. Les journalistes de tous bords s'empressent de crier au génie et disent que ce nouveau jeu est le véritable MGS5. Mais les ventes de l'œuvre de Hideo Doran déçoivent, avec un peu moins de 600 000 exemplaires écoulés après 2 semaines au Japon. En outre, Peace Walker bide complètement à l'international. Personne n'en a rien à foutre de la peu-se-peu. Monsieur Konami rentre alors en mode Furax. Furax! La vie privée revient, et Cocotron est réveillé en plein jacuzzi par un coup de téléphone. Ramène ton cul de Johnny Deo, tu ne nous as pas encore apporté assez de pognon. Il faut réaliser le véritable Metal Gear Solid 5 avec le moteur Fox Engine, en développement depuis 2008. C'est alors que Kakajima a l'idée de génie, alors qu'il admire l'entrejambe d'une call girl qu'il n'aura pas le temps de se taper dans son bain à bulles. La douleur fantôme, l'impossibilité de baiser quand on en a envie. La lettre V lui paraît appropriée. Hideo demande Illico de se faire fultonner à la Kojima Mother Base pour reprendre du service. Le projet Metal Gear Solid V prend forme au cours de longues années de labeur pendant lesquelles le staff est mis à dure épreuve. Tout le monde bosse avec acharnement. Tout le monde, enfin, presque tout le monde. Car Kojima n'est plus des nôtres depuis longtemps. En 2 décennies, il s'est imposé non pas uniquement comme le meilleur réalisateur dans le monde du jeu vidéo, mais également comme un symbole, un message d'espoir, une réincarnation de Jésus-Christ, le Big Boss. Au fond, pour les shareholders de Konami, ils ont trouvé leur Midas, qui peut transformer une bouse de vache en or. Souvenez-vous de Zone of the Enders. Pour les tarés de programmateurs qui passent des nuits blanches à régler le moindre pépin, ce qui compte, c'est avant tout le concept. L'idée que Kojima est leur patron, qu'ils le voient physiquement ou non, n'a que peu d'importance. Il leur reste la vision qu'ils ont vu un demi-dieu en personne, une légende vivante, et qu'ils bossent dur pour qu'ils puissent continuer à poster ces images de repas sur Twitter. Alors que les membres du QG de Kojima Productions sont en sueur, Kojima se paie des voyages à l'étranger aux frais de la boîte pour promouvoir Ground Zeroes, la démo payante de The Phantom Pain. Les soirées en costard, les maquis au caviar et les conférences à 2 balles s'enchaînent. Plus personne au sein de Konami ne sait ce qu'est en train de foutre Coco, qui leur a plus ou moins promis une date de sortie, et où part le pognon. Harry Gregson Williams, jusque-là compositeur attitré de la série depuis MGS2, est relégué au statut de producteur, pendant que des nouveaux sbires, répondant au nom de Ludwig Forssell et Akihiro Honda sont engagés. Hidenari Inamura et Etsu Tamari, entre autres, viennent remplir les rangs des scénaristes aux côtés de Kojima et Shoyo Murata. Des musiques sont achetées pour les trailers de Phantom Pain, qui surgissent régulièrement pour sortir de sa torpeur le joueur qui s'emmerde avec les merdes annuelles, sans jamais donner la moindre indication sur une deadline. Le fric est jeté par les fenêtres dans tous les sens, dans toutes les ramifications possibles du projet. Des Kojima Stations sont mises en place, où le fan non japonais ne comprend absolument rien à ce qui se dit. Mais Kojima peut faire son show, et montrer des films et des albums qu'il s'est récemment procurés, alors que le spectateur se demande une seule chose, il est où le jeu? Stephanie Houston, on a un problème. La bombasse engagée pour le rôle de Quiet, comme dans Bip Bip le Quiet, montre son arrière-train de temps en temps avec des plans de caméra bien sentis, histoire de faire passer la pilule. Et il faut la prendre la pilule, attention hein. Les fans de tous bords explosent de rage à Noël 2014, alors que Kojima annonce sur Twitter une énorme surprise apparaître dans le prochain Kojima Station. Hélas, alors que tout le monde espérait enfin une date de sortie, Hideo-san, taquin, montre fièrement des images de Snake arborant un magnifique chapeau de poulet, pour le mec qui meurt trop de fois dans le jeu. Tout un teasing pour une simple feature optionnelle. Incroyable! Monsieur Konami entre alors dans une colère noire. Après les bides des divers cibles de la firme, il ne compte plus que sur Phantom Pain pour sortir la boîte de la mouise. Après l'énorme coût de production du jeu, plus de 80 millions de dollars. Être dans le flou à ce point-là, avec un Kojima sans limite sur ses dépenses et ses foutages de poire n'est plus acceptable. Il passe des coups de fil dans tous les sens, et met sur le marché des figurines Playarts de Venom Snake, qui débarque plus de 9 mois avant la sortie du soft. Du jamais vu, même George Lucas n'aurait pas osé. Coco est mis sous pression au calme, mais continue de poster des informations inutiles sur Twitter. La mention Hideo Kojima Game et le logo de Kojima Productions sont alors effacés de la jaquette du jeu, comme châtiment ultime. Le coup de grâce arrive en mars 2015, alors que Konami annonce fièrement que The Phantom Pain sortira le 1er septembre 2015 sur PS3
Xbox 360, PS4, Xbox One et PC. Les excentricités de Diva de Super Coco sont alors anéanties. Internet est coupé dans les bureaux de Kojima Productions et il ne reste plus assez de temps à personne pour finaliser le projet. Parfait. Partons directement dans les explications de cette œuvre d'art extrêmement compliquée à analyser, qu'est The Phantom Pain. Dans cette mission, tu dois essayer de ne pas t'étendre sur 4 heures, comme sur ton œuvre précédente. Tout le monde s'est endormi devant. Il faut faire des vues, plus de punch, droit au but. C'est tout ce qui t'est demandé. On compte sur toi, boss. Le 16 mars 1975, quelques mois après les événements de Peace Walker, Big Boss, le soldat légendaire, infiltre le camp Omega, situé sur l'île de Cuba, afin de libérer Chico et Paz, retenus captifs depuis un certain temps et interrogés sur l'emplacement des Militaires sans frontières, la milice fondée par Kaz et Snake. Après avoir mené à bien sa mission, Big Boss sécurise les 2 prisonniers à bord d'un hélicoptère. Le médecin extrait une bombe enfouie dans l'abdomen de Paz. Au même moment, une inspection nucléaire des Nations Unies devait avoir lieu sur la Mother Base. Alors que Kaz jugeait le timing trop parfait, l'examen de contrôle se révèle être un écran de fumée, entraînant la chute et la destruction de l'organisation MSF. L'initiateur de ce carnage est Skullface, leader de l'équipe Xof, mais pour l'heure, nos héros n'en savent rien, mettant le blâme sur Cypher et son ancienne double agente. Dans l'hélicoptère, Kaz devient furieux, pensant que Paz les a trahis une nouvelle fois. Cette dernière se dirige vers la porte, bredouillant qu'une autre bombe est présente dans son corps. Elle se sacrifie en se jetant dans les airs, explosant au-dessus de la mer sous les yeux d'un Big Boss impuissant. La force d'impact de la bombe est très violente, provoquant la perte de contrôle de l'appareil et entraînant une collision avec un autre hélicoptère. Snake se réveille en 1984 dans un hôpital situé sur l'île de Chypre. Le docteur lui annonce qu'il a passé les 9 dernières années dans le coma, en plus d'avoir un éclat d'obus logé dans la tête et perdu son bras gauche. C'est dans ces conditions catastrophiques que démarre l'intrigue de Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Astounding. It was beyond belief. These were first and only drafts of music. But they showed no corrections of any kind. Not one. He had simply written down music already finished in his head. Page after page of it, as if he were just taking dictation. And music, finished as no music is ever finished. Displace one note, and there would be diminishment. Displace one phrase, and the structure would fall. It was clear to me. That sound I had heard in the Archbishop's palace had been no accident. Here again was the very voice of God. I was staring through the cage of those meticulous ink strokes at an absolute beauty.
Is it not good? Lors des Spike Video Game Awards de 2012, le premier teaser de The Phantom Pain fut dévoilé. À cette époque, le jeu faisait fi de son appartenance à la saga Metal Gear et était apparemment développé par un studio inconnu, Moby Dick Studio. Il ne fallut que quelques heures à la sphère internet pour percer le mystère et dévoiler le véritable logo, comprenant l'appellation Metal Gear Solid V. Une énième Kojima mascarade, une de plus. Mais le doute planait, car Kojima Productions avait diffusé 3 mois plus tôt le trailer de Metal Gear Solid V, Ground Zeroes. Il était alors étrange pour moi que 2 titres d'une saga si peaufinée, ayant l'air si différents dans le ton, soient annoncés quasi simultanément. Il fallut attendre la Game Developers Conference de 2013 pour que mes maigres doutes s'envolent lors d'un trailer explosif sur fond de garbage. À ce moment précis, il était clair pour moi que Ground Zeroes et The Phantom Pain ne formaient qu'un seul et même jeu. Le magnifique trailer de l'E3 2013 vint confirmer cette intuition. Mais des scènes en Afghanistan étaient montrées, et après avoir passé des mois à analyser chaque seconde des diverses bandes annonces, je me disais que le jeu allait être absolument monstrueux au niveau du contenu, et je ne voyais pas comment il pourrait sortir dans un futur proche. Pourtant, nous avions déjà vu 4 trailers en moins d'1 an, et il s'était écoulé 3 ans depuis la sortie de Peace Walker. Kojima était donc soit extrêmement impatient de montrer son nouveau bébé, et complètement dingo dans son teasing, soit sûr de lui, et allait nous annoncer une date de sortie d'ici quelques mois. En outre, je ne comprenais pas comment un jeu aussi beau pouvait sortir tel quel sur la génération PlayStation 3, Xbox 360. À ce moment-là, la PS4 et la Xbox One n'étaient pas encore disponibles sur le marché. Chaque jour passé à attendre une nouvelle annonce quant à ce jeu qui s'annonçait 10 fois plus ambitieux que la concurrence fut une véritable torture. Dans ma tête, je ne pensais qu'à The Phantom Pain tous les matins en me levant. Une véritable obsession. Hélas, fin 2013, on apprit que Ground Zeroes sortirait en mars 2014, indépendamment de The Phantom Pain. Dès lors, il était clair que le projet Metal Gear Solid V était beaucoup trop ambitieux, et que Hideo Kojima était décidément une des dernières personnes dans l'industrie du jeu vidéo à être aussi taré. J'étais en train de finaliser ma rétrospective Metal Gear Solid. J'eus naturellement l'idée de postuler chez Micromania afin de faire vendre du Ground Zeroes par palette. L'entretien d'embauche fut compliqué. Je ressortais de 7 mois de cauchemar et de prise de tête sur un projet extrêmement ambitieux qui n'allait intéresser qu'une niche de personnes. Notez que la vidéo que vous êtes en train de visionner m'a fait vivre une expérience encore pire. Bref, le directeur régional de Micromania, Alexis, me posa des questions insensées quant à la fonction d'un vendeur dans un magasin de jeux vidéo. Il n'était pas question de passion, mais de chiffres, de pression et de soumission quant aux éditeurs et aux clients. Mais dans ma tête, je n'avais qu'une seule envie. Transmettre ma passion pour Metal Gear Solid V à des personnes. Pas des clients, des personnes. Potentiellement passionnées. Je fis donc un travail énorme sur moi-même pour paraître le plus candide et débile possible. Alors que ma prestation avait eu l'air de charmer mes interlocuteurs, je me retrouvais 2 semaines plus tard prêt à faire vendre le prologue de MGSV en grande pompe. J'ai réussi à convaincre mon patron, adepte du Jack Daniels, de mettre des flyers du jeu dans le magasin, alors que Konami France était écrasé par la grosse machine Activision, qui payait des sommes folles pour avoir des rangées de Call of Duty mises en évidence. À chaque fois qu'une personne passait en caisse, il m'était suggéré de faire réserver du Watch Dogs et du Infamous. Borné, je proposais toujours Ground Zeroes en priorité, déconseillant les autres softs à venir, tous plus prévisibles les uns que les autres. Je réussis à faire passer des tonnes de réservations. Ma récompense eut lieu à la sortie du jeu. Satisfait de mes performances et pas copieux, et plus qu'au courant de ma passion, Benjamin, mon patron, m'autorisa à poser une journée pour assister à la séance de dédicace de Hideo Kojima au MK2 Quai de Loire, le 18 mars 2014. J'amenai Metal Gear et Metal Gear 2 en boîte sur MSX2, en plus d'un Ground Zeroes version US. Hélas, bien que Kojima sourit et pointa du doigt les reliques d'un passé lointain, je fus interdit de les faire signer par la direction de Konami France. Florent Gorge, interprète de Kojima, qu'on avait invité à la Edge Convention 2011 pour vendre des bouquins, fit mine de ne pas me reconnaître et peina à traduire les seules informations importantes pour moi. Expliquer à Kojima que je venais de lui offrir sur clé USB la rétrospective Metal Gear Solid et que j'espérais qu'il la regarderait. Je repartis tout de même avec un Ground Zeroes signé de la main du maître, ainsi qu'une poignée de main qui restera gravée dans mes annales, et attendis quelques heures pour assister à la séance de questions-réponses et la projection sur grand écran de 2001, l'Odyssée de l'espace, film préféré de Kojima et également le mien.
Alors que les questions des spectateurs étaient toutes plus vaines les unes que les autres, à part une excellente intervention sur la corrélation entre David Bowie et le personnage de Big Boss, je posais la seule question qui me paraissait indispensable. Ça, malheureusement, En tout cas, je fais tout pour que Phantom Pain ne soit pas un simple fantôme. Cette réponse m'horrifia. Je regardais 2001 l'Odyssée de l'espace en étant dégoûté. Il faut comprendre que je m'étais tellement investi dans la vente de Ground Zeroes, en plus d'avoir livré une rétrospective de 4 heures, qu'une réponse aussi teintée de bullshit ressemblait à un foutage de gueule en règle, et me faisait dire que le teasing de Kojima n'était pas maîtrisé, et qu'il ne savait absolument pas gérer un projet de cette envergure. Mais en même temps, c'était le seul à proposer une œuvre de cet acabit, et il est clair que n'importe quel génie créatif aurait été submergé de la même manière. Je décidai de laisser couler ma déception dans le pinard, et je quittais Micromania dans la foulée, démuni d'intérêt pour les bouses ambiantes à promouvoir. Les mois me paraissaient être des années. C'était long, putain. J'étais aux aguets de la moindre news, la moindre théorie sur The Phantom Pain. Pourquoi se mettre dans un tel état critique, vous me direz? Parce que The Phantom Pain, aussi dingue que cela puisse paraître, promettait tellement de mystères et tellement de résolutions que j'espérais d'une certaine façon avoir une réponse sur la vie. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi le Big Bang? Ouais, ça peut paraître complètement con, hein. Mais si quelqu'un pouvait imaginer et résoudre des histoires aussi complexes, il pourrait sûrement avancer des éléments de réponse. C'était de la folie pure de penser ainsi, j'en suis conscient, mais ce jeu promettait monts et merveilles. Globalement, pas mal de personnes furent infestées par le syndrome au fil du temps. On avait la promesse du meilleur jeu de tous les temps, de l'œuvre artistique la plus ambitieuse jamais créée, et on était tous complètement dingues. Il fallait que je me soigne, vite. Et c'est dans ces conditions que je décidai de focaliser mon esprit sur un autre grand mystère de l'humanité, les tueurs en série. Je passai 3 mois sur la rétrospective Ted Bundy, afin de ne pas sombrer dans la folie pure. Mais le trailer de l'E3 2014 fut une telle baffe dans la gueule que je réussis à devenir encore plus barge. La musique de Mike Oldfield Nuclear était absolument parfaite. Le ton était complètement maîtrisé. Il n'y avait aucune fausse note. La symbiose entre le son et l'image était exceptionnelle. Si quelqu'un m'affirme le contraire, c'est lui le malade, pas moi. Pour autant, Hideo ne nous annonçait toujours aucune date de sortie. Un fumeux Coming 1984 était posé en fin de bande-annonce, et c'est tout. Et c'est là que le jeu du teasing fut plus dévastateur que jamais. Il s'était déjà passé 1 an depuis le trailer de l'E3 2013, et à aucun moment on n'a vu la bribe d'une info sur une date. À la place, nous avions eu le très court mais néanmoins très addictif Ground Zeroes en guise de mise en bouche, et il fallait faire avec. Je passais l'été à penser à autre chose, en essayant malgré moi de n'avoir aucun espoir. Il était évident que Kojima et son équipe galéraient sur Metal Gear Solid V. Ce n'était pas un jeu comme les autres. Ce n'était pas une œuvre formatée comme on en voit débarquer tous les mois. C'était quelque chose de réfléchi, pensé, construit, avec une mise en scène qui promettait des plans séquences d'anthologie et des résolutions au-delà des attentes. Quelque chose qui trouve la réussite dans son mérite. Il m'arrivait parfois de rêver à ce à quoi pouvait ressembler The Phantom Pain. Et le réveil était à la fois teinté d'amertume et d'espoir. J'étais déçu que le jeu ne soit pas disponible, mais le résultat me promettait tellement que j'avais la patate. Le TGS 2014 arriva. On était alors persuadé que Kojima donnerait enfin la date de sortie. C'était limite une obligation. 4 ans depuis le dernier Metal Gear, et 2 ans depuis le début du teasing sur le projet. Après une conférence 100% branlette où des produits dérivés et une collection de fringues étaient présentés, Kojima ne nous dit qu'une seule chose. The Phantom Pain arrivera en 2015 les mecs. Ah si, 2015. Aucune indication sur le trimestre. J'étais dévasté. Et me bourrais la gueule le soir même. Non, sans deck c'est vrai. Mes espoirs se mirent en orbite, et je perdais dès lors toute envie de créer. Pour moi, Kojima était le patron du game, et il fallait que je voie ce dont était capable le meilleur, à force d'être noyé par la médiocrité ambiante. J'avais envie de rêver, de nourrir mon cerveau. Voir les limites et les dépassements du génie humain dans le domaine artistique. Nombreux sont ceux qui vont se fendre la gueule en écoutant un tel témoignage, et je vous comprends. Mais je veux retranscrire honnêtement toute la force de cette attente, qui me paraît absolument indispensable à décrire. On ne peut pas parler de ce jeu sans avoir narré scrupuleusement l'attente qui amenait à la critique du produit. The Phantom Pain a sûrement gagné la moitié de sa force d'impact dans les esprits grâce à sa communication. Ou en dépit de son manque d'informations quant à la deadline,
doublé de promesses hallucinantes. Bref, les mois passèrent, et ce n'est qu'en mars 2015, après plusieurs stratégies de com débiles propres à Kojima, qu'on apprit enfin la date de sortie et l'éviction du padré de Konami. À ce moment précis, je compris d'instinct ce qu'il s'était passé. Le papa de Metal Gear s'était perdu dans son projet et avait dépensé beaucoup trop de pognon et de temps dans des choses dérisoires. Et c'est ainsi que nous en arrivons enfin à ma critique de Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Bien, tu y es presque DG. Les années n'ont pas freiné ton débit de parole d'un iota. Vous savez, vous rencontrez beaucoup de brancos dans ma profession qui n'ont absolument aucun recul, aucun talent, et ne prennent même pas le temps d'analyser un chef-d'œuvre pareil. Et ça me déprime. DG, calme-toi, tu es rongé par la haine. Quoi ? J'ai pas le droit de dire que j'emmerde ces enculés ? Profondément ? Absolument pas. Comme l'a dit Mark Twain, la colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est contenu que n'importe quelle chose sur laquelle il est versé. Alors active ton cul et prends-nous cette putain de critique. Ok. C'est parti. Now go! Let the legend come back to life. Qui n'a pas été profondément déçu par The Phantom Pain ? Qui n'a pas senti un énorme manque arriver en fin d'aventure ? Qui ne fantasme pas sur une éventuelle édition Game of the Year qui comprendrait la fameuse mission 51 tronquée ? À en lire les réactions de fans partout dans le monde, une majorité de gens est dégoûtée. Certains essaient de se faire une raison, pendant que d'autres tirent sur l'ambulance. Le caractère obsessionnel, c'est ce qu'il manque à la majorité de la population actuelle. Les gens n'ont plus le temps de digérer, d'analyser, d'aller à leur rythme. Depuis l'arrivée d'Internet, nous sommes entrés dans une ère d'hyperconsommation. Tout va très vite. Ubisoft et Activision nous sortent à la même saison leur daube annuel, les blockbusters Marvel entachent le 7e art tous les 3 mois, YouTube est boursouflé de podcasts d'Obic mis en avant chaque semaine, et les produits dérivés Star Wars ont envahi tous les commerces. Nous sommes arrivés dans une époque où toutes les 2 semaines, on s'attend à un événement, le retour d'une franchise mythique. Les critiques professionnels sortent leur paplard torché avec le cul, majoritairement positif, de peur de se faire incendier par les fanboys. Le grand public arrive à un consensus, et quelques jours après, on s'intéresse à la prochaine sortie. Tout est noyé sous le déluge d'œuvres formatées qui nous envahissent de toutes parts. Nous consommons rapidement, portons un avis critique sur l'instant, et oublions le tout dans la nuit. Tout le monde est devenu geek. Chaque personne peut y aller de sa critique, après s'être enfilé une saison entière de n'importe quelle série télé ou s'être tapé l'intégrale de saga culte en film ou en manga, le temps d'un week-end. Mais peu les ont réellement compris et digérés. Pratiquement personne ne parle avec ses souvenirs, ses tripes, ses émotions. Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Voilà une œuvre à retenir dans ce déluge de pop culture qui n'en finit plus de nous asphyxier. Et pourtant, ce titre, remarquable à bien des égards, a subi le même traitement que n'importe quel film hollywoodien ou jeu grand public lambda. C'est triste, mais c'est compréhensible. Quasiment plus personne ne se donne le temps. Du côté des critiques professionnelles, on s'empresse de livrer le verdict pour qu'il atterrisse le jour de la sortie, 1 semaine après au plus tard, afin de mettre un peu de buzz dans les épinards. Quitte à ne pas finir le jeu. Je citerai bien des noms, mais ils ne le méritent même pas. C'est triste, désespérant à mes yeux, mais c'est l'époque. Nous avons devant nous une toile de grand maître. Une toile inachevée, arrachée des mains d'un créateur en roue libre, dans une super production qui l'a submergée. Quel grand créatif de nos jours a accès à un tel budget ? On pourrait citer les Wachowski, mais ça reste exceptionnel. L'époque est au film de super-héros moisis, au reboot, au remake, tous plus inintéressants et vides les uns que les autres, confiés à des yes-men qui à aucun moment ne peuvent imposer une vision, si tant est qu'ils en aient eu une un jour. Il n'y a quasiment plus de projets d'envergure. Il en va de même dans le monde du jeu vidéo, où les grosses productions font dans le réchauffé, ne s'éloignant jamais des sentiers battus, de peur de décevoir le consommateur lambda. Voir débarquer The Phantom Pain en 2015 relève de l'anachronisme. On ne peut que regretter l'inaboutissement de l'entreprise quand on voit le miracle d'avoir accordé tellement de pognon dans les mains d'une personnalité aussi forte.
Pour autant, Konami est-il à blâmer? Oui et non. La boîte n'a plus assez de hits à son actif. Lords of Shadow 2 s'est lamentablement planté en 2014 et les PES ne se vendent plus autant que les FIFA. Ils auront tout de même laissé 5 longues années et 80 millions de dollars à Hideo Kojima et son équipe pour concrétiser leur vision. C'est censé être bien plus qu'il n'en faut. Dans ce média, quasiment personne ne dispose d'autant de temps et de moyens. Et quand c'est le cas, prenons CD Projekt Red avec The Witcher 3 Wild Hunt, qui avait un budget équivalent et un peu moins de temps de développement. Ils ont terminé leur jeu et offert moult DLC gratuits. Bien sûr, dans ces deux cas, on est loin du budget et du nombre de personnes impliquées par rapport à un GTA V de Rockstar. Mais tout de même, les faits sont là. Dans des conditions largement comparables, Kojima Productions a échoué là où CD Projekt Red a réussi. Les décisions de Konami et ses actionnaires sont donc légitimes. Après plusieurs années, ils ont commencé à perdre patience. Ils ont perdu la confiance qu'ils avaient accordée à Hideo Kojima. C'est totalement logique d'un point de vue retour sur investissement. Mais là où ils ont eu tort, c'est qu'on peut voir que MGS-V, en prenant en compte Ground Zeroes, a déjà égalé les 7 millions de ventes de MGS2 qui détenaient le record de la série. Évidemment, c'est la première fois qu'un Metal Gear bénéficie d'une sortie simultanée sur plusieurs consoles, mais c'est bien le signe qu'il était attendu, et qu'on était tous prêts à attendre un an de plus pour que tout soit peaufiné au maximum et complété à 100%. Les ventes auraient sûrement été encore plus conséquentes. On ne peut pas tromper le public. La moindre information négative prend une ampleur considérable et fait 5 fois le tour du monde en très peu de temps. En l'état, l'éviction de Kojima et le constat d'une large portion non terminée a fait énormément de mal à The Phantom Pain. C'est regrettable de laisser autant de temps et de mettre autant d'argent dans un projet pour lui couper l'herbe sous le pied et se débarrasser des créateurs d'une façon aussi méprisante au dernier moment jusqu'à les empêcher de récupérer leur récompense. Metal Gear Solid. Kiefer Sutherland. Oh yeah. Accepting for Metal Gear Solid 5 on behalf of Hideo Kojima is the voice of Snake, Kiefer Sutherland. On behalf of Hideo Kojima and everybody who worked on the game, I will accept this award and thank you from the bottom of our hearts. On a personal note, I just wanted to say that I think you guys are the most devoted fans I have ever seen. It doesn't matter whether it seems to be premiere of 24 or an opening of a film. The only thing I seem to ever sign are posters of Snake from Metal Gear Solid. You guys rock. Have a great night. Thanks a lot. Thank you very much, Kiefer, for accepting that award. And as you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. He's still under an employment contract, and it's disappointing, and it's inconceivable to me that an artist like Hideo would not be allowed to come here and celebrate with his peers and his fellow teammates such an incredible game as Metal Gear Solid 5. But that's the situation we're in. Hideo is in Tokyo right now watching the show, so we want you to know, Hideo, that we're thinking of you. And we miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016. Maintenant, vous pensez certainement que je n'en veux pas d'une certaine façon au géniteur de la saga, que je lui trouverai toujours des excuses. Mais il a clairement été dépassé par son ambition et ses idées. Et je ne comprendrai jamais la masse de temps qu'il a perdu à brasser du vent sur les réseaux sociaux et dans ses voyages. Le constat étant posé et accepté, attardons-nous sur le plus important. Que vaut Metal Gear Solid V ? Il y a plusieurs façons d'y répondre. Si on le prend en tant que simple jeu vidéo, il enterre toute la concurrence en termes de mise en scène, habillage, OST, gameplay et notes d'intention. Si on essaie d'évaluer sa place au sein de la série, il fait partie des meilleurs épisodes. C'est peut-être même le meilleur pour diverses raisons que je vais expliquer. Et si on admet enfin que c'est une œuvre d'art au même titre que des peintures, sculptures, livres, musique ou films, c'est l'œuvre la plus importante de ces 10 dernières années. The Phantom Pain est un concept, un jeu vidéo conscient de ce qu'il est. Il traite de la désillusion et de la perte, du vide. Pendant toute la période de marketing qui a précédé la sortie, Kojima s'est joué de nous.
Il nous a laissé imaginer ce que pourrait être MGSV. Chacun a pu voir des images, entendre des sons, avait une connaissance plus ou moins approfondie de la saga et s'est construit un rêve, une représentation idéale. Regardez bien ce court extrait que je trouve absolument passionnant. この時点では、ユーザーの皆さんにいろいろ想像してもらうような、ネタを提供するということなんで、あえて、スカルフェイスの顔はこっち向くとこまで入れました。PV は僕の中ではもうある種、こういうテーマを伝えたい、こういうゲーム性を伝えたい、こういうキャラクター、こういう物語を伝えたいということで今回も作ってます。でテーマはやっぱりマーク・トウェインのエピグラフと一緒で、復讐心が自分の入れ物までを壊してしまうと。でとんでもないことをしてしまう彼らを見てもらうというテーマで PV を作りましたけど、これがメタルギアソリッド5そのものなのかというとそうではなくて、これティザーなので、これをユーザーの皆さんに見ていただいて本編は果たしてどうなのかというのを、皆さんで盛り上がっていただくのがこの PV ティザー PV のVous noterez que la scène du village en cendres avec le vautour est bien présente, et qu'elle est bien évidemment complètement absente du jeu, même si l'endroit est visitable. On pourrait également mentionner la scène avec Snake, le visage totalement ensanglanté, sur fond d'incendie. C'est assez incroyable de voir le recul du créateur japonais. Il sait comment les esprits fonctionnent. Votre rétine est violée, tous les jours, par une somme d'images et de sons, que ce soit dans votre vie ou dans les divers médias. Dans 3/4 des cas, lorsque vous voyez une bande-annonce, vous avez tout vu. Vous savez à peu près comment l'œuvre va commencer, se dérouler et se conclure. Dans leur grande majorité, les suites sont dénuées de toute innovation, calquant le modèle de leurs aînés sans prise de risque. Kojima est allé contre ce schéma bien établi et accepté. Et croyez-moi, j'ai douté à plusieurs reprises. J'ai eu très peur qu'ils livrent aux joueurs exactement ce qu'ils attendaient à la MGS3. C'était la solution de facilité. Il aurait pu chier un scénario aussi lamentable que ceux de Snake Eater et Peace Walker, qui ont apparemment beaucoup plu. Mais il est revenu à ses vieux démons. Il est revenu à MGS2, à Snatcher, et a pris le grand public à revers. J'ai lu pas mal de témoignages sur le net, de personnes qui disent que c'était trop évident. Pourtant, peu avant la sortie, j'avais écrit une fanfiction que tout le monde a fustigée, mais qui s'est révélée être très proche du scénario final. Si proche que le patron de Konami France m'a demandé si j'avais eu accès au jeu. J'étais un des très rares qui espérait que Kojima allait nous surprendre. Pour ceux qui ont regardé intégralement ma rétrospective précédente, vous savez à quel point MGS2 m'est cher. J'ai espéré pendant 13 ans que la série revienne sur ces terrains mystérieux, ouverts aux interprétations. Série qui avait de plus en plus tendance à s'américaniser, tant sur la forme que sur le fond, et servir la soupe de manière trop prévisible. Hideo a osé y retourner, et rien que pour ça, j'aurai un respect éternel pour ce créateur. Faut le faire quand même. Savoir exactement ce que les gens attendent, connaître les clés du succès, agiter la carotte devant tous les esprits, et les tromper, pour faire passer un propos si touchant, si juste, qu'il m'a laissé béat d'admiration. The Phantom Pain traite donc de la désillusion, à tous les niveaux, et il le fait avec tellement de maîtrise qu'il n'y a rien à redire. Maintenant, parlons des énormes forces que le titre a pour lui. Tout d'abord son identité visuelle. Si un jeu vidéo a marqué et continuera de marquer les esprits dans les années à venir, par sa force visuelle, c'est bien MGSV. Rien que la jaquette finale est une œuvre d'art en soi, encore plus si on la combine avec celle de Ground Zeroes. Tout est suggéré en 2 images. Le plan de face sur un Snake au regard vaincu mais téméraire, et le plan de profil sur un Snake ne croisant pas l'œil du spectateur, nous explique tout, subtilement. Tout est dit. Le plan de profil, une technique que les cinéphiles connaissent bien, très employée dans les films traitant du double ou sur un personnage qui cache ses intentions. L'identité visuelle est le fruit d'un véritable travail qui n'est malheureusement que survolé par la plupart des gens de nos jours, surtout chez les soi-disant créatifs et producteurs. Il y a une recherche profonde, une imagerie qui reste imprimée dans les consciences quand le taf est de qualité. Mais l'affiche que je préférais pour The Phantom Pain était la première, celle passée au rayon X, et je me suis réveillé devant tous les matins en préparant cette rétrospective. Affiche qui n'aurait été qu'un poster de promotion en 2013, alors que même là, tout était dit avec une subtilité rare. Le visage, l'avatar de Big Boss, sur un squelette qui pourrait être celui de n'importe qui. J'avais également adoré celle d'Ocelot et Snake, sur fond de paysage afghan, du grand art. C'est là où tu sais qu'un projet sent bon, quand il y a un tel travail sur le visuel. On pourrait parler du titre, superbe, rouge et gris,
qui dans sa première mouture ne dévoilait pas le préfixe Metal Gear Solid, pour le laisser apparaître plus tard, puis le faire disparaître dans le magnifique trailer GDC 2013. Là aussi, tout était dit. The Phantom Pain était le vrai titre, et non Metal Gear, pour la première fois dans la saga. Ce travail sur la forme est l'une des plus réussies que j'ai vues à ce jour. Sans parler pour l'instant de la réalisation, tout ce qui concerne le character design, le code couleur, la motion capture et l'esthétique globale du projet relève du pur miracle. J'ai rarement vu autant de maîtrise et de richesse dans un univers fictif. Les personnages principaux n'ont pas d'énormes armures futuristes ou des looks complètement en dehors de ce monde. Et pourtant, non seulement ils puent la classe, mais en plus ils ont des caractéristiques qui les rendent immédiatement reconnaissables et iconiques, quelle que soit la façon dont ils sont cadrés. C'est un point extrêmement important. Il y a beaucoup de gros plans dans le jeu, avec un immense travail sur la gestuelle, qui humanise chaque protagoniste à la perfection. Ces plans n'auraient pas aussi bien marché avec des designs moins bien pensés. Encore une fois, on reconnaît tout le talent de Yoji Shinkawa, et plus globalement du character design japonais. On est à des années-lumière de la médiocrité et banalité des styles occidentaux. Un comble, puisque des personnages comme Ocelot ou Kaz ont des codes vestimentaires américains. Mais tout est dans les petits détails sur leur tenue, le travail sur leur visage et leur démarche. Évidemment, impossible de parler du jeu de Kojima sans mentionner la réalisation. C'est tout bonnement la meilleure vue à ce jour dans un jeu vidéo. Il n'y a même pas d'objection à faire. Il suffit de regarder ce qu'on nous offre là et comparer à la concurrence. Hideo Kojima a enterré tout le monde. Je vais passer en revue ce qui constitue pour moi l'unique défaut. J'avais rêvé d'un jeu qui serait composé d'un seul et même plan séquence. Tout du long. Évidemment, j'étais un peu taré. Le jeu tournant sur l'ancienne génération de consoles, ça relevait de l'impossible. Mais imaginez si toutes ces séquences, toutes ces cinématiques, toutes ces missions, tous ces trajets en hélicoptère et toutes ces phases sur la Mother Base avaient été jouables sans aucune interruption. On aurait eu là quelque chose de jamais vu et quasiment impossible à reproduire. Nonobstant, ce que Kojima Productions a fait tient de la pure performance. Et pas juste la performance de la technique, la performance artistique. En dehors de quelques rares séquences, il n'y a jamais de cut dans les cinématiques. Quasiment tout est réalisé en plan séquence, du début à la fin de chaque mission, avec des mouvements de caméra et une gestuelle formidable. Et même une gestion des lance flares, que j'avais toujours trouvé ridicule chez J.J. Abrams, qui est admirable ici. Quand on compare la réalisation du soi-disant Game of the Year qui est The Witcher 3 et celle de The Phantom Pain, mais soyons sérieux 2 minutes. MGSV atomise The Witcher 3. Il ne le bat même pas de peu, il l'atomise. Dans The Witcher 3, on a une réalisation du pauvre, que je peux vous faire tous les matins au petit déjeuner. Un plan d'ensemble, des champs contre champs, quelques gros plans, 2-3 travelling pour faire passer la pilule et c'est plié. Mais attention, ce n'est pas simplement parce que Kojima a opté pour le plan séquence que c'est automatiquement réussi et que j'applaudis. Alfred Hitchcock, Alfonso Cuarón ou encore Alejandro González Iñárritu sont des maîtres en la matière. Tout le monde ne sait pas faire des plans séquences, et encore moins les rendre pertinents. C'est un exercice incroyablement périlleux. Bien sûr, c'est plus simple en jeu vidéo. What are you waiting for? Move! Boss, you are going to regret this. That woman... I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Mais il ne suffit pas d'offrir des plans d'un quart d'heure sans interruption pour obtenir une performance. Il faut étudier la scénographie. Et quelle étude dans MGSV. Du début de Ground Zeroes à la fin de Phantom Pain, c'est un spectacle de chaque instant. Kojima est le premier réalisateur de jeux vidéo à avoir enfin brisé les codes préétablis
et a pleinement exploité les possibilités de mise en scène dans un monde ouvert. Les trajets en hélicoptère ne sont pas gratuits. Ils participent pleinement à l'intention de présenter une séquence complète en un seul plan. De même, pratiquement chaque phase de jeu enchaîne sans coupe sur une cinématique pensée à des endroits bien précis, preuve de maîtrise totale de l'open world. La 6ème mission est fabuleuse à ce niveau. Chaque mouvement de caméra, chaque partie de personnage cadré fait sens. You look well rested, big boss. My, how you've changed. You became a demon for such little weapons as that? Well, I'm sure you'll see the bigger picture eventually. If you get out of here alive. Rest in peace this time. I'll see you in hell, boss. Tout est pensé, d'une manière tellement maladive et jusqu'au boutiste, que la réalisation de Kojima aboutit à un moment donné sur un échec à la fois monumental et brillant. Je parle bien évidemment de la scène de la Jeep avec Skullface et Venom Snake. Une catastrophe. Et un coup de génie en même temps. Catastrophe parce que le discours de Skullface, dont on avait entendu des bouts sur fond de New Order dans le trailer de l'E3 2015, s'annonçait dantesque. On imaginait un truc complètement dingue et ô combien teinté de mystère. Et quelle déception. Quelle honte de voir ce monologue, si riche de sens, s'effondrer à ce point à cause de la mise en scène. Pendant plusieurs minutes, lors d'un long trajet en Jeep, Venom écoute Skullface parler, sans piper mot, l'air absent, avec une animation complètement à la ramasse. Et là, sorti de nulle part, le thème d'Ejacule Sins of the Father débarque, amplifiant le ridicule et le malaise de la situation. Le thème dont on était tous tombés amoureux pendant l'E3 2013, tellement riche en notes et en émotions, qui avait participé à mort à l'imagerie qu'on se faisait du jeu. Ce thème dont on avait une seule hâte, voir son utilisation et son incrustation au sein de The Phantom Pain, réduit à néant par la mise en scène. Et c'est là où je parle de mise en scène pensée de manière jusqu'au boutiste. Kojima n'a pas fait ça gratuitement. D'où aussi le coup de génie. Qui aurait osé faire ça parmi nous? Personne. Que fallait-il faire pour éviter un tel carnage? Une ellipse. Mais si Kojima avait fait ça, il serait sorti de son concept. Plus de place au plan séquence, à la séquence en elle-même. Et c'est là où il a fait un coup immensément audacieux. Je m'explique. L'endroit où Venom rencontre Skullface est éloigné du repère qui abrite le Sahelanthropus. Et Kojima a voulu tout montrer en une seule séquence. Pour ce faire, il a été contraint de vous montrer l'intégralité du voyage en Jeep au sein de l'open world construit dans le jeu. Il aurait pu tricher, en faisant en sorte que la Jeep roule beaucoup plus vite qu'avec sa physique habituelle, ou en simulant l'open world mis en place avec une minimap alternative. Mais il est resté perfectionniste jusqu'au bout. Le temps s'écoulant lors du voyage entre les deux endroits est exactement celui que vous auriez théoriquement en prenant vous-même la Jeep dans la map afghane. Le thème Sins of the Father est clairement là pour faire du remplissage, puisque le monologue de Skullface n'est pas assez long. Mais les paroles de la chanson étaient les seules qui faisaient sens à ce moment précis. Kojima doit être pleinement conscient que son script et ses idées se sont retrouvés confrontés à sa note d'intention, sa mise en scène et l'open world mise en place à ce moment précis. Mais il y est allé malgré tout. Et c'est là où on remarque que c'est vraiment le seul réalisateur de jeux vidéo à assumer pleinement la notion d'open world. Dans les GTA, on a depuis très longtemps des scènes en voiture scriptées avec des dialogues qui sont précédés et succédés par des cinématiques. Mais il n'y a aucune note d'intention, aucune volonté d'en faire quoi que ce soit d'ambitieux dans la mise en scène. Il n'y a rien. Alors que l'open world permet d'aller bien plus loin. Kojima, lui, te fait du plan séquence sans jamais broncher. Et ouais, il y a ce moment où ça coince. Et alors, c'est admirable de se planter avec autant de panache. Qui aurait fait ça? Qui? Bref, si on pouvait remettre un Oscar au jeu le mieux mis en scène de tous les temps, il serait sans aucune contestation possible. Je n'accepterais aucune contestation.
il serait destiné à Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Mentionnons aussi le boulot faramineux sur la lumière et l'aspect photoréaliste de l'ensemble. Du quasi jamais vu. J'ai longuement comparé The Witcher 3 à MGSV à ce niveau, et malgré le fait que ce dernier soit un jeu cross-gen, le rendu est tout simplement plus crédible. Julien Merceron a amené le Fox Engine vers les cieux, c'est magistral. Tout le travail sur la météo est bluffant. En outre, un défaut récurrent des jeux récents est le problème lié aux proportions des éléments composant le monde ouvert. De Bloodborne à Fallout 4 en passant par The Witcher 3, tous ont d'énormes défauts de conception sur l'architecture. Défauts qui ne sont pas présents dans The Phantom Pain. Les plateaux et les montagnes ne se franchissent pas comme une vulgaire colline. C'est peut-être un détail pour beaucoup, mais cela contribue énormément à l'immersion et la crédibilité de l'environnement. Maintenant le gameplay. Là encore c'est fabuleux. Hallucinant. Ce point a toujours été pour moi la clé d'un grand jeu vidéo. La jouabilité de The Phantom Pain est basée sur la liberté d'action et non la restriction comme c'est le cas la plupart du temps. Passé le prologue, on a l'impression d'être un demi-dieu jusqu'à devenir quasiment invulnérable en fin d'aventure. Le nombre de possibilités données est quasi infini et sollicite pleinement l'imagination du joueur. Et c'est là où une nouvelle fois, Hideo Kojima et son équipe me paraissent être les seuls à avoir compris tout l'intérêt d'un open world. Ce n'est pas de faire un monde ouvert débordant de vie avec l'herbe qui frétille sous vos pieds qui est indispensable, mais de proposer un gameplay en symbiose totale avec le game design. C'est bien la toute première fois dans un monde ouvert qu'on a une telle liberté d'action. Tout est permis, tout semble possible. Et c'est là où Fallout 4, The Witcher 3, GTA 5 et tous les autres se sont plantés à mes yeux. Tous ces softs proposent un gameplay convenu, formaté, des années en retard. On a accès à des mondes immenses, tu ne peux rien faire d'intéressant. Toutes les parties se ressemblent. Dans MGSV, vous avez une palette de mouvements ultra étoffée, un dynamisme ahurissant du personnage qui répond au doigt et à l'œil, un choix d'armes tellement massif qu'il a l'air impossible d'en voir le bout, des coéquipiers tous plus utiles les uns que les autres, et surtout les mecs. Ah, le fulgure au point, les gars. Tu peux pas tester le fulgure au point. On retrouve l'idée du Nikita de MGS1 de manière complètement transcendée. Du génie absolu. Jamais je n'ai joué à un TPS aussi fun et complet. Le record était toujours détenu par MGS4 et RE6, et j'avais quelques réserves avec Ground Zeroes, mais là, il n'y a rien à dire. C'est le nouveau must du jeu d'action à la troisième personne. Tous les apports de Peace Walker ont été inclus, de la gestion de la Mother Base au système de Fulton, avec des innovations en plus, comme le Phantom Cigar permettant de faire passer le temps plus vite, avec la météo qui change autour de vous. Enemy presence. The map has been updated. Couplez ça à une réalisation 4 étoiles, et les pleurnichards du net peuvent aller retourner jouer à Candy Crush, Modern Warfare ou autre Assassin's Creed. La concurrence doit absolument prendre des notes et constater qu'ils sont à la ramasse. Il faut qu'ils fassent une pause. Ils passent des dizaines d'heures sur Phantom Pain pour comprendre qui est le patron. And we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Cela dit, l'open world aurait pu être plus travaillé. Surtout la deuxième map en Afrique, qui n'est clairement pas terminée. Il m'est arrivé de vouloir aller un peu trop loin par rapport à ce que les développeurs avaient prévu, et de me prendre un game over en pleine poire, juste parce qu'apparemment j'avais dépassé la zone de mission. Et ce, même en mode libre. Pourtant il y avait une rivière qui avait l'air accessible devant moi. Je pourrais aussi mentionner la collecte d'animaux qu'on doit attraper avec des pièges, tout droit sortis de Ghostbusters. Alors si c'était une référence pour attraper des animaux fantômes, d'accord. Mais l'absence de modélisation de plus de la moitié du bestiaire est pour moi un véritable scandale. Rien qui ne vienne réellement entacher l'expérience globale, mais tout de même, on voit bien que ce n'est pas fini. Still, doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. Un mot sur l'OST. J'ai été à la fois totalement conquis par sa qualité, mais déçu de son manque d'utilisation. C'est la première fois dans la saga qu'on a un tel éclectisme et une telle richesse dans la bande-son. Écouter du Europe et du AA dans ce contexte est impayable. J'ai énormément apprécié le travail de Ludwig Forssell, qui remplace dignement Harry Gregson Williams, relégué cette fois-ci au statut de producteur. Mais quel dommage de voir le nombre de musiques qui ont été créées spécifiquement pour le jeu et qui ne sont présentes à aucun moment de l'aventure. Je vous conseille d'ailleurs très fortement de vous procurer l'extended soundtrack pour entendre tout ce qui a été coupé. C'est à la limite de l'incompréhensible. Autant on peut comprendre que 2 pistes aient été virées, compte tenu de leur appartenance à la fameuse mission 51, autant le thème Vias comme tout, par exemple, qui est excellent de bout en bout, n'apparaît jamais en intégralité dans le jeu et n'est même pas sélectionnable dans le Walkman.
C'est triste, presque écœurant, et prouve bien encore une fois qu'il y a eu d'énormes problèmes durant le développement et qu'on a devant les yeux un produit non terminé. Il n'empêche que la durée de vie du titre est absolument faramineuse. Le nombre de missions principales est conséquent et celui des secondaires est limite abusé. Ajoutez à cela une gestion directe de la Mother Base qui garantit des heures d'exploration et un mode d'invasion en ligne qui permet de débloquer de nouvelles tenues et couleurs pour les armes. Même si on pourra regretter le nombre de missions clonées qui ne servent qu'à gonfler artificiellement la durée de vie, une Mother Base que j'aurais aimé plus animée et customisable, et un chapitre 2 clairement amputé, qui m'a laissé sur ma faim avec sa moitié de missions repêchées du chapitre 1, dans un mode de difficulté plus élevé. Mais quand bien même des passages importants ont été coupés, quand bien même des musiques d'une qualité fulgurante ont été laissées de côté, quand bien même l'open world manque de finition, quand bien même le deuxième chapitre n'est pas à la hauteur du premier, ce qui pose réellement problème à la plupart des gens, c'est ce que Kojima a fait de ce déluge de talent, d'idées et de contenu. Et il est vrai qu'on sent bien que ce Phantom Pain, à l'image de Venom Snake, est une sorte de créature de Frankenstein. Un grand assemblement de morceaux qui peinent à coexister les uns avec les autres. Il y a du génie dans tous ses membres, dans toutes ses parties, de la mise en scène à la BO, en passant par le scénario, l'habillage, le character design, et ses références à Moby Dick et 1984 qui ajoutent un degré de lecture en plus, mais certains restent dubitatifs face à ce monstre. Are you... Dr. Emmerich. Snake? Et pourtant, il y a cette touche de magie, ce coup de foudre qui permet d'animer ce corps rempli de générosité. La cassette finale de Paz est un grand moment. Sans elle, le jeu se serait effondré sur lui-même. Mais c'est l'étincelle, indispensable, à côté de laquelle beaucoup de monde a l'air d'être resté insensible. Et c'est vraiment ce qui fait toute la force de cette expérience, qui ne sera pas réitérée de sitôt, croyez-moi. Quant au scénario global, il évite tellement les facilités qu'on voit dans 90% des suites attendues que j'ai été plus que comblé. La cassette de Zero qui rend visite à Big Boss à l'hôpital m'a ému au plus haut point. Le concept 2+2 = 5 est présent tout au long de l'histoire. Il y a un double niveau de lecture. Zero a-t-il réellement revu Snake et lui a-t-il réellement dit ça? Ou ne serait-ce pas plutôt une hallucination de Snake qui aurait adoré revoir son Major bienveillant? La narration est beaucoup plus fragmentée que par le passé et c'est à chacun de se faire sa propre expérience. Exit les nombreux appels codec imposés. Place à votre WM R55 Deluxe qui vous permet de gérer comme bon vous semble les nombreuses phases de dialogue. La mise en abîme, le nombre de détails et petits easter eggs relatent du jamais vu dans une série. Les néophytes passeront clairement à côté, mais pour les connaisseurs, c'est du caviar de chaque instant. Welcome to Outer Heaven. We got rules around here. Never draw a weapon on a fellow soldier. You got that? Anyone here can use a knife or a gun. What you're gonna learn is how to use your head. Let's move! When you get that under your belt, then you're free to leave. J'ai rarement vu autant de respect et de subtilité de la part d'un créateur vis-à-vis de ses personnages plus de 25 ans après le premier épisode. Que The Phantom Pain soit jugé par certains branquignols comme étant l'opus avec le scénario le moins profond et complet me fait doucement sourire. Naturellement, tout n'est pas balancé de manière évidente. Kojima interpelle et questionne vos connaissances de la mythologie Metal Gear à chaque instant. Ça doit surprendre les habitués du fast-food vidéoludique, et même peut-être les anciens fans qui avaient toujours préféré le côté nanardesque et grandiloquent des personnages qui chiaient des lignes de dialogue. Mais ici, tout est dans la subtilité, dans les non-dits, dans les absences. Quand les protagonistes parlent, l'émotion est à son comble.
Le meilleur exemple de cette intention est Quiet, nouvelle venue dans la série. Le traitement de sa psychologie est magnifique. Alors bien sûr, les plaintes se sont fait entendre quant à la raison de sa tenue très dénudée qui devait trouver une justification dans le produit final. Mais écoutez, est-ce qu'on est entouré de PD ? En quoi sa tenue est si choquante ? Ne nous mentons pas, elle pétille dans notre rétine. Ce n'est pas un vulgaire chara-design moisi à la Dead or Alive, non. C'est un personnage haut en boobs et en popotin, avec un putain de sniper. Quiet est immédiatement reconnaissable et diablement sexy. Les personnages d'Ocelot et Kaz sont remarquables. Tous leurs échanges, que ce soit entre eux ou vis-à-vis de Snake, sont très bien ficelés. Certes, Ocelot est devenu le laquais de service, prêt à cirer le parquet de la Mother Base à tout instant. Mais quand on voit la manipulation effectuée par le personnage, ça le rend encore plus trouble qu'auparavant. Notons l'excellente performance d'un Troy Baker qui n'en finit plus de m'épater. Quant à Robin Atkin-Downes, c'est le 20 sur 20, une fois de plus. Kaz est définitivement le personnage qui m'aura le plus captivé durant toute l'aventure. Même si je vous avoue que j'en attendais plus de sa part. J'attendais un pétage de plomb intégral qui n'arrive jamais. Et c'est frustrant. Même si c'est totalement raccord avec la trame scénaristique de la saga. Mais c'est peut-être une de mes déceptions. Le fait que Kojima n'ait pas osé briser le canon. Surprendre avec beaucoup de subtilité, sans jamais tout faire voler en éclats. C'est une intention très noble et compréhensible au vu des 28 ans d'histoire de Metal Gear, mais il aurait été intéressant de pousser les personnages dans leur retranchement, surtout quand on voit l'inspiration évidente de Berserk. J'avais rêvé d'un Kaz épousant complètement la psychologie d'un Griffith, prêt à sacrifier tous les Diamond Dogs sur la demande de Cypher, et d'un final en apothéose opposant Big Boss à Miller. Un mot sur Kiefer Sutherland. Autant je n'avais pas apprécié le peu que j'avais entendu lui sur Ground Zeroes, autant je dois dire qu'il m'a agréablement surpris sur The Phantom Pain, et qu'il est maintenant assez clair de comprendre le pourquoi du casting. Comme l'avait dit Avi Arad, Kiefer has this fantastic, rich voice that maintain a level of mystery to it. Mais il n'est malgré tout jamais au niveau de David Hayter, dont l'éviction sans remerciement restera un mystère absolu pour ma part, et quelque part on peut se dire que ce qui est arrivé à Kojima tient du karma. J'aimerais ne pas mentionner Skullface, mais j'y suis contraint. Soyons honnêtes, c'est un foirage absolu, à condition de prendre le perso tel qu'il est présenté au premier degré. La façon dont il se fait neutraliser est absolument merdique, honteuse et pitoyable. On imaginait voir le personnage le plus badass et mauvais de ces dernières années, comparable au Joker, et comprendre la raison de ses projets machiavéliques. Hélas, tout tombe à plat. Mais ce qui est intéressant n'est pas tant son traitement que sa philosophie, et la façon dont il envenime toute la situation. Avouons-le tout de même, on ne retiendra qu'une seule phrase de sa part. Such a lust for revenge? Est-ce que je vous parle de Code Talker ? The parasite has infected your band. Non en fait. De toute façon, vous avez entendu tout ce qu'il avait à vous dire. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. Qui contrôle-t-on réellement dans The Phantom Pain ? Les théories sont nombreuses. Je vais vous livrer la mienne. Honnêtement, je suis on ne peut plus satisfait de la fin de la mission 46 si on doit la prendre au pied de la lettre. Premier degré qui a l'air d'être la bonne façon de voir les choses si on en juge l'interview de Nojima, l'écrivain du roman de MGS2. Je ne souhaitais qu'une seule chose pour ce jeu, c'est qu'il retourne sur les traces de MGS2. Mais regardez de plus près, le vrai Big Boss n'est certainement pas celui qu'on voudrait nous faire croire. Le coup du switch de personnage est à mon avis à prendre au sens métaphorique, pour des raisons bien différentes de Sons of Liberty. Depuis la sortie, vous avez tous remarqué qu'il y avait quelque chose de très louche, dans l'utilisation de la citation de Nietzsche sur les interprétations au début de la mission 46, dans la façon du docteur de vous proposer une chirurgie esthétique effectuée en un temps record de 48 heures pour vous donner les traits de Big Boss, qui est le terroriste le plus recherché de la planète, alors que ce même docteur vous avertit juste avant qu'il fallait vous protéger car tout le monde vous voulait mort, ou encore dans l'absence de la barbe et les deux yeux fonctionnels d'Ishmael qui est supposé être le vrai Big Boss. Vous avez également noté le fait que Zero est incapable de différencier qui est qui lorsqu'il rend visite à Big Boss et aux médecins à l'hôpital, alors qu'ils sont encore tous deux dans le coma. On l'apprend dans une des cassettes de la vérité, alors que dans la mission Vérité,
le médecin n'a apparemment pas encore reçu la chirurgie esthétique pour le transformer en Big Boss. Donc Zero aurait dû être capable de reconnaître le vrai du faux si on s'en tient à ce que le jeu essaie de nous faire croire. Cette énorme incohérence n'est clairement pas fortuite. En outre, l'appellation vérité est extrêmement douteuse quand on sait l'influence de 1984 de George Orwell sur ce jeu. Le ministère de la vérité, dans 1984, ne fait passer que de fausses informations, des mensonges, que le grand public prend pour argent comptant. Il effectue un lavage de cerveau intégral quant aux réels événements. Si on suit la logique de cette mission 46, Venom Snake est l'avatar du joueur, sa représentation directe au sein de la franchise Metal Gear, encore plus que ne l'était Raiden. Mais il ne faut pas prendre cette information au sens littéral. Si Kojima a décidé de matérialiser le joueur dans ce qui est le véritable dernier opus, ce n'est pas tant pour le caresser dans le sens du poil et lui faire croire qu'il est Big Boss. C'est pour créer un ruban de Möbius, un effet de style ambitieux qu'on peut voir dans certains films de David Lynch et qui n'aura jamais été aussi maîtrisé que dans cet ultime effort de Hideo Kojima. Dans le premier Metal Gear sorti en 87 sur MSX2, le joueur incarnait Solid Snake et infiltrait Outer Heaven pour se débarrasser de Big Boss en fin de partie. Dans Metal Gear Solid V The Phantom Pain, on apprend que ce Big Boss du premier jeu sur MSX2 était en réalité le joueur lui-même depuis le tout début. En suivant cette logique, le joueur va s'anéantir lui-même, ce qui ramène à la fameuse citation de Mark Twain. Une métaphore on ne peut plus claire qui fait passer une nouvelle fois un message de paix. Car qui, avec cette donnée en tête, serait enclin à refinir le premier Metal Gear ? Kojima bouclait la boucle d'une manière on ne peut plus magistrale, en utilisant le joueur comme chaînon manquant, comme symbole incarnant deux camps opposés. Vous êtes à la fois Big Boss et Solid Snake, l'alpha et l'oméga. Donc la révélation visant à séparer Big Boss en deux entités est là avant tout pour créer un lien symbolique. Vous êtes ce lien, vous l'incarnez profondément. Mais nous contrôlons en mon sens bel et bien le vrai Big Boss, qui est frappé de dissonance cognitive. Vous avez remarqué que l'intégralité des cinématiques ne se passait que sur un seul point de vue, celui de Venom. La caméra est comme fixée à lui. On n'a jamais, outre la cinématique finale mettant en scène le soi-disant vrai Big Boss, le moindre point de vue externe. Et c'est pourtant une pratique courante dans la plupart des films, livres ou jeux vidéo. On passe en général d'un protagoniste principal à un personnage secondaire, en passant par un bad guy. Mais ici, jamais. La seule fois où ça arrive, c'est pour qu'on voit le vrai Big Boss, entre grosses guillemets, qui débarque comme un cheveu sur la soupe et qui n'a absolument aucune caractéristique physique commune avec le Ishmael de l'intro, avec un ciel irréel qui m'a beaucoup fait penser à Vanilla Sky. Ce qui m'a fait sourire, car j'avais fait une référence à ce film dans la rétrospective précédente. Et si vous avez maté Vanilla Sky, vous avez tout compris. Et ce qui me fait définitivement croire que je ne me trompe pas, vous y croyez un vrai Big Boss qui serait sorti complètement indemne d'un crash d'hélicoptère ? Tout est dans les détails. Rien n'est laissé au hasard avec Kojima. Rappelez-vous de la jaquette de Grand Zeroes. Cette blessure. On n'a jamais vu, ni dans Grand Zeroes, ni dans Phantom Pain, dans quelles conditions il avait reçu cette blessure. Mais il y a un plan qui n'a pas fait son chemin jusqu'à la mouture finale, où on voyait ce Big Boss avec cette fameuse cicatrice. Vous ne trouvez pas ça étrange que le soi-disant vrai Big Boss ne la porte pas en fin de mission 46 ? Et surtout, vous ne trouvez pas ça étrange qu'entre Grand Zeroes et Phantom Pain, où 9 ans se sont écoulés, que ce soi-disant vrai Big Boss n'ait pas l'air d'avoir pris une seule ride, à l'instar de Paz dans les hallucinations de Venom ? Le modèle utilisé dans la mission 46 est le modèle exact de celui utilisé dans Grand Zeroes. Mais d'ailleurs, qui nous dit pour sûr que l'action se déroule bel et bien en 1984 ? Venom n'a pas non plus l'air d'être assez âgé pour être le Big Boss qu'on avait laissé à la fin du jeu précédent, et pas mal d'éléments scénaristiques comme le test ADN d'Ellie, ou l'absence de sa reconnaissance par l'IA de The Boss, pourraient prouver qu'il n'est pas Jack. À moins que là encore, tout ne soit que ruse et mensonge qu'on fait passer pour vérité. Avez-vous retenu ces deux phrases dans le trailer GDC 2013 ? Deux fantômes. Which one is he? Il est possible que les deux Big Boss que l'on voit soient tous deux des copies et que le vrai se soit volatilisé dans la nature, laissant derrière lui un symbole, son identité, son visage, son histoire, le Big Brother de la saga Metal Gear. Nous ne pouvons même plus être sûrs qu'il existe encore bel et bien, ou si ce n'est qu'une légende, mais son symbole, son personnage, a survécu. Mais il est aussi tout à fait possible que Venom soit bien le vrai Big Boss. Vous pouvez même imaginer plusieurs scénarios en jouant et être convaincu que chacun est valide. 2 + 2 = 5. En tout cas, il est clair que Venom est frappé d'hallucinations tout au long de l'aventure,
qu'il ne se voit pas tout le temps tel qu'il est avec sa corne qui change de taille et ses éclats de sang sur le visage, et tout cela est montré de manière imparable dans les fameuses dernières scènes avec Paz où l'on constate qu'il a tout imaginé. Les témoignages d'Ocelot et Kaz au dialogue de Paz, tout s'est passé dans sa tête. À partir de là, il a tout aussi bien pu imaginer une tonne d'autres éléments, situations et personnages. Jusqu'à se convaincre qu'il n'est pas responsable de la mort de Paz et se convaincre qu'il n'est pas le vrai Big Boss. Alors on pourra se demander, que s'est-il vraiment passé? Qu'a-t-on appris dans The Phantom Pain? Que peut-on prendre pour vérité ou mensonge? Je pense qu'il faut prendre le scénario qui nous est présenté comme de la poésie, comme certaines chansons dont les paroles sont parfois incompréhensibles, mais où certaines parties font sens. À chacun de se faire sa propre interprétation. Après tellement d'attentes, de rêves, d'espoir, était-il possible de ne pas être déçu? Je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Personne n'a été aussi déçu par cette œuvre d'art que moi. J'ai surtout soulevé les points positifs, et soyons honnêtes, le travail abattu ici m'a bien plus impressionné que sur n'importe quel jeu de ces 10 dernières années. Mais croyez-moi, je suis amèrement déçu. Déçu pour plein de raisons. Parce que le travail n'est pas fini. Parce que le créateur s'est fait couper l'herbe sous les pieds. Parce qu'on imaginait des tonnes de choses. Cette rétrospective était pour moi l'occasion d'essayer de faire en sorte d'apaiser cette déception, de prolonger l'expérience, son imagerie, en vous disant ce que j'ai concrètement sur le cœur. J'ai attendu ce jeu pendant 3 longues années. Je me levais chaque matin avec l'espoir d'obtenir des réponses. Réponses qui ne sont jamais arrivées. Metal Gear Solid V The Phantom Pain n'était qu'un mirage. Nous perdons les rêves que nous avions quand ils se matérialisent en face de nous. La vie est rarement à la hauteur de ce qu'on a dans le cœur. Il y a ce bref moment où la réalité et la fiction se rejoignent presque, mais elles ne se touchent jamais vraiment. Il y a ce court moment de bonheur et les désillusions qui s'ensuivent. Fondamentalement, la routine est décevante. Tous ces trajets en hélicoptère ne sont-ils pas semblables à se lever et se coucher aux mêmes heures tous les jours, après avoir négocié avec son boss, sa femme, torché le cul du môme et sorti les poubelles? Vous ressentez ça aussi, pas vrai? Ces rêves étaient à nous. Nous les avions construits, ensemble. Et ils nous ont tout pris. Mais c'est beau de pouvoir rêver. C'est la seule chose qui nous reste. C'est pas tellement la réponse qui compte, c'est le chemin parcouru. Je suis heureux de ces 3 années de rêve que Kojima m'a offert. 3 années pendant lesquelles j'ai tout imaginé. 3 années qui m'ont profondément inspiré. Je vais vous dire, les plus beaux moments que j'ai vécus avec la femme que j'aime ne se sont pas passés seulement dans le monde réel. Ils se sont passés dans ma tête, avant le premier contact entre nos lèvres, entre les événements, entre les mots, et tout ce qui a succédé à la rupture. J'avais imaginé des choses impossibles, des centaines de destinations où l'emmener, des milliers de mots à lui dire. Mais on manque de temps. Mais dans ma tête, dans mes souvenirs, elle sera toujours là. Et je l'emmènerai faire le tour du monde. Hideo Kojima a réussi à toucher ce point fondamental, à frapper le cœur de ce qui fait de nous des hommes, des Diamond Dogs. Il aurait pu faire dans la surenchère, offrir des scènes toutes plus spectaculaires les unes que les autres, offrir des résolutions d'intrigues par dizaines, montrer la véritable descente aux enfers de Big Boss. Mais il a choisi cette simple toile de fond. Que reste-t-il d'une personne après sa disparition? Comment survivre à l'espace vide qu'elle laisse? J'entends par là la personne en elle-même, mais également les personnes de son entourage. Cette toile de fond, qui était déjà présente dans MGS4, Guns of the Patriots, et qui est ici poussée à son paroxysme. Certains personnages sont défigurés, défaits de leur identité, de leur langue maternelle, privés d'un bras ou d'une jambe, ou séparés de la personne qu'ils aimaient. Que leur reste-t-il? Le déni, la vengeance, le regret, le pardon, l'acceptation, leurs rêves. Ils traversent les réactions et les émotions fondamentales de leur psyché, les étapes nécessaires à leur survie.
La dernière cassette de Paz est un véritable chef-d'œuvre d'écriture et d'émotion et résume l'intégralité de l'expérience. Elle prendra pleinement son sens chez tous ceux qui ont les tripes, qui ont de grands rêves. Vous savez ce que ces mots représentent. Metal Gear Solid V The Phantom Pain laisse derrière lui un vide abyssal, de par ses moments d'absence et d'errance quant à nos attentes, mais également par le manque absolu de concurrents de cet acabit, de cette grandeur, de cette virtuosité. Un espace vide qui ne pourra être comblé, que j'espère malgré tout avoir teinté de couleurs. Et c'est à chacun d'entre vous de faire la suite. Continuez de rêver. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Et surprenez-la. Dites-lui dans vos pensées tout ce que vous n'avez pas eu le temps de lui dire. Merci à tous du fond du cœur. Merci, Hideo. I won't scatter your sorrow to the heartless sea. I will always be with you. Plant your roots in me. You're all diamonds. We're not burying them at sea. What then? We'll make diamonds from their ashes. Take them into battle with us. A shining light to our brothers in arms, even in death. We are diamond dogs. No time for anesthetic. We have to open her now. Boss. Now do you remember who you are? What you were meant to do? I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too. You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. No, he's the two of us together. This story, this legend, it's ours. From here on out, you're Big Boss.
désormais. Je suis juste un fantôme, un fragment de l'esprit que tu as perdu. La vraie moi est morte il y a longtemps. Alors cette cassette est la dernière. Une fois que tu l'auras écoutée, je serai un membre fantôme qui aura disparu pour de bon. Tant que tu te souviendras de moi, je vivrai en toi pour toujours et toujours. On devait avoir une moto là. Mais bon. On termine là où on a commencé. Les deux pieds dans la merde. Toujours pas un rond. Je vais m'occuper du reste. Ok. Tiens. Désormais c'est ton nom. Par contre, refais-toi toute ta gueule. Parce qu'une tronche pareille, c'est pas permis.
DG. Le milieu veut plus de toi, mec. Faut que tu te barres. Prends des vacances, je sais pas, va. À Miami, j'en sais rien, enfin. Tire-toi de là, quoi. T'es sûr que t'oublies rien? On se reverra. Ok. À la prochaine, mec. As long as you remember me, I will always live within you. Not a phantom limb or a phantom anything. As part of your heart. I will always be your angel of peace. So I know exactly how to finish. Say peace.